L'Ukraine se bat toujours pour sa survie. Et si elle pouvait bénéficier d'une protection ultime sans même rejoindre l'OTAN? 3 ans après le début de la guerre, l'Italie vient de proposer un plan révolutionnaire qui pourrait étendre la protection de l'article 5 de l'OTAN à l'Ukraine sans adhésion complète. S'il était adopté, cela réécrirait les règles des alliances militaires et placerait la Russie dans une impasse impossible. Le moment n'a jamais été aussi critique. La relation de l'Ukraine avec les États-Unis se détériore rapidement après une rencontre ratée entre Trump et Zelensky. Pendant ce temps, l'OTAN elle-même est divisée et certains pays européens explorent en secret leurs propres opérations de maintien de la paix en Ukraine. Alors, que contient exactement la nouvelle proposition choc de l'Italie? Pourrait-elle forcer la main de l'OTAN, voire pousser l'Europe plus près de la guerre? Et pourquoi les États-Unis se retournent-ils soudainement contre l'Ukraine alors qu'elle a le plus besoin d'aide? Décomposons tout cela. Tout d'abord, examinons les détails précis de la proposition du Premier ministre Meloni, faite le 6 mars. Selon un reportage du média Ukrainska Pravda, l'une des sources les plus récentes sur les événements quotidiens de la guerre en Ukraine, Meloni a suggéré que l'Ukraine pourrait bénéficier du principe de défense collective qui est au cœur de l'alliance OTAN et ratifié par son article 5 sans en être membre à part entière. Meloni a ajouté: « Je pense que ce serait une garantie de sécurité stable, durable et efficace, plus que certaines des propositions que je vois. » Cela fait spécifiquement référence aux diverses propositions de maintien de la paix ou de cessez-le-feu qui ont circulé lors des réunions des dernières semaines, surtout après que les États-Unis ont fait volte-face par rapport à l'idéologie dominante de l'OTAN pour se rapprocher de la position de la Russie. La proposition pourrait même aller jusqu'à suggérer que l'OTAN étende la protection de l'article 5 pratiquement à tout territoire dans le monde, que ce soit ou non un membre de l'OTAN. De manière plus réaliste, il est toutefois évident que l'extension proposée pour inclure l'Ukraine est une solution de fortune pour un problème compliqué qui ne semble pas avoir de solution facile. Comme on pouvait s'y attendre, le plan a déjà suscité une réaction mitigée en ligne, sans soutien officiel de la part des dirigeants mondiaux et des politiciens. Mais cela ne doit pas être interprété comme une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la mise en œuvre de la proposition. Il est probablement plus exact de suggérer que l'approche plutôt non conventionnelle du plan en matière d'alliance et d'accord de défense est si unique qu'il pourrait falloir du temps avant de pouvoir l'analyser correctement quant à ses résultats potentiels. Dans ce contexte, quelle est exactement la relation de l'Ukraine avec l'OTAN et pourquoi cette proposition est-elle si controversée? L'histoire de l'Ukraine avec l'OTAN commence pratiquement dès que le pays a obtenu son indépendance à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique. Depuis lors, l'Ukraine oscille entre des gouvernements pro-russes et pro-occidentaux. Dans les années 1990, l'Ukraine coopérait avec l'OTAN tout en restant neutre, cherchant de bonnes relations à la fois avec l'Occident et la Russie. En 1994, l'Ukraine, aux côtés de la Russie, des États-Unis et du Royaume-Uni, a signé le mémorandum de Budapest, par lequel elle a renvoyé ses stocks d'armes nucléaires hérités de l'Union soviétique à la Russie en échange de garanties de sécurité et d'assurance contre toute action agressive ou menace sur sa souveraineté territoriale. En 1997, elle a signé un accord de partenariat spécial avec l'OTAN, baptisé Charte d'un partenariat distinctif, reconnaissant la coopération tout en ne menant pas à une adhésion complète. Cependant, un changement soudain de cap s'est produit lors de la révolution orange de 2004 qui a vu l'ascension au pouvoir de l'ancien président ukrainien pro-occidental Viktor Yushchenko. Yushchenko a poussé l'Ukraine à développer des liens plus étroits avec l'Occident, ce qui a conduit à un soutien accru en faveur de son adhésion à l'Union européenne. L'Union lui permettrait de bénéficier de certains avantages économiques. Toutefois, le soutien à l'adhésion à l'OTAN restait faible en raison de l'influence persistante de la Russie dans le pays, qui semait la division interne. En 2010, Yushchenko fut remplacé par Viktor Yanukovych, qui a renversé bon nombre des politiques pro-européennes mises en place entre 2004 et 2010. Techniquement parlant, Yanukovych a déclaré l'Ukraine non alignée et a limité les possibilités d'adhésion à l'OTAN. En fait, Yanukovych s'est tellement rapproché de la Russie qu'il a rejeté un éventuel accord avec l'UE en 2013. Cela a provoqué une forte réaction publique qui a conduit au mouvement Euromaidan de 2013 à 2014 qui a évincé Yanukovych du gouvernement et a de nouveau instauré un régime pro-occidental. Mais le nouveau gouvernement n'a pas eu le temps d'adopter des politiques significatives, en particulier celles qui auraient rapproché le pays de l'OTAN, car 2014 a été l'année où la Russie a envahi et annexé la Crimée et déclenché un conflit dans la région qui perdure depuis. En réalité, l'annexion de la Crimée peut être facilement interprétée comme une tentative du gouvernement russe de saper la souveraineté territoriale et l'orientation géopolitique de l'Ukraine, ce que nous aborderons sous peu.
Peut-être à cause du conflit en Crimée, où malgré lui, le gouvernement ukrainien a accéléré ses efforts pour rejoindre l'OTAN en faisant un objectif stratégique officiel à atteindre d'ici 2017. En fait, il est allé jusqu'à l'inscrire dans la constitution du pays en 2019. Les efforts de l'Ukraine pour rejoindre l'OTAN ont gagné en élan lorsqu'elle a mis en œuvre des réformes pour aligner son armée et son gouvernement sur les normes de l'OTAN, notamment en luttant contre la corruption, en améliorant ses capacités de défense et en renforçant ses institutions démocratiques. Toutefois, l'OTAN restait prudent quant à l'octroi d'une adhésion complète, craignant que cela ne provoque la Russie et n'aggrave les tensions, ce qui s'est avéré être une prophétie autoréalisatrice. Pour la Russie, l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'OTAN se rapproche dangereusement d'une de ces lignes rouges tristement célèbres et souvent fluctuantes. Moscou considère l'expansion de l'OTAN comme une menace pour son influence et sa sécurité, particulièrement dans les anciennes régions soviétiques. Le président russe Vladimir Poutine s'est opposé à plusieurs reprises à la présence de l'OTAN près des frontières russes et l'orientation de l'Ukraine vers l'Occident était jugée inacceptable. L'Ukraine était une cible particulière de cette virulence en raison des cultures et des valeurs qu'elle partageait avec la Russie, du moins jusqu'aux années 2010, contrairement à d'autres anciennes nations soviétiques comme les États baltes. L'opposition de la Russie à l'expansion de l'OTAN a fini par jouer un rôle clé dans sa décision d'envahir l'Ukraine en février 2022, du moins en apparence. Le Kremlin a justifié l'invasion à grande échelle en affirmant qu'elle visait à protéger les partisans russes en Ukraine et à empêcher l'expansion de l'OTAN, alors qu'à ce moment-là, l'adhésion n'avait pas encore été officiellement proposée. Ce tiraillement entre la Russie et l'Ukraine au sujet de la possible adhésion de cette dernière à l'OTAN, et même de sa simple demande d'adhésion, suit un schéma clair que la Russie perpétue depuis plus d'une décennie. Chaque fois que l'Ukraine commence à s'éloigner de l'influence pro-russe, la Russie réagit de manière agressive, tout en présentant ce mouvement comme une posture défensive menaçant ses propres intérêts géopolitiques internes. Nous avons évoqué que l'actuelle invasion de l'Ukraine était en partie destinée à empêcher son ascension à l'OTAN. C'est vrai, dans la mesure où le fait que la Russie détienne des portions de territoire ukrainien signifie que celle-ci est en conflit territorial actif avec au moins un autre pays. Cela revêt une importance particulière puisque l'OTAN a historiquement hésité à admettre des pays en conflit territorial actif. En théorie, ce n'est pas une règle absolue. Le processus d'adhésion à l'OTAN suit une politique de la porte ouverte où les pays européens peuvent soumettre leurs demandes, après quoi l'Alliance développe généralement un plan d'action spécifique, ou MAP, adapté au développement du pays par rapport à la norme générale des autres membres. Toutefois, pour être plus strict, tous les membres de l'Alliance doivent signer le traité de Washington qui contient les 14 articles fondateurs de l'Alliance, y compris le fameux article 5 que nous aborderons dans un instant. Parmi ceux-ci se trouve l'article 8 qui stipule que chaque partie déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre elles et toute autre partie ou tout État tiers n'est en conflit avec les dispositions du présent traité et s'engage à ne pas conclure d'engagement international en conflit avec le présent traité. D'un point de vue littéral, la guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie pourrait violer les articles fondateurs de l'OTAN. Dans le même ordre d'idées, l'OTAN hésite également à accepter un pays en conflit ouvert car cela pourrait automatiquement déclencher l'article 5, plongeant essentiellement la majeure partie de l'Europe dans la guerre. Examinons maintenant de plus près l'article 5. Bien que l'article complet soit assez long, la partie importante pour nous est la suivante. Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre elles toutes. Cela signifie que toutes les parties sont pratiquement tenues de défendre une nation membre contre l'agresseur d'un autre membre. En essence, l'article 5 représente un niveau de protection contre les attaques conventionnelles et nucléaires sans précédent dans le monde moderne. C'est précisément la raison pour laquelle l'OTAN a été si efficace pour maintenir et accroître son influence au cours des 3 dernières décennies. Paradoxalement, ces garanties ne sont efficaces qu'en temps de paix. L'article 5, en théorie et probablement en pratique, ne protège qu'un pays qui n'est pas en conflit ouvert d'être entraîné dans une guerre. La présence d'une défense concertée, incluant un nombre considérable de membres de l'Alliance, qui figurent parmi les 10 premières économies et les 20 premières forces militaires du monde, avec les États-Unis en tête des 2 classements, signifie que l'article 5 empêchera, espérons-le, un pays non membre de faire un mouvement agressif. Il n'existe pas d'application pratique pour utiliser l'article 5 afin d'empêcher un agresseur actif de lancer ou d'intensifier un conflit en cours. C'est pourquoi l'OTAN a été réticente à évoquer l'inclusion possible de l'Ukraine dans l'organisation durant la guerre.
À un moment donné, l'Ukraine a même suggéré de céder la partie du territoire actuellement contrôlée par la Russie en échange d'une garantie de l'article 5 pour le reste du pays et de son éventuelle adhésion à l'OTAN. L'objectif de l'Ukraine en proposant cette version du cessez-le-feu ou de l'accord de paix, selon la manière dont il serait appliqué, était de tenter de récupérer le territoire perdu par des voies diplomatiques, espérant que l'OTAN accorderait certaines concessions à la Russie pour apaiser sa posture agressive vis-à-vis des anciens pays soviétiques en Europe ou de ses autres voisins de l'OTAN, comme la Finlande. Où en est donc la proposition actuelle du Premier ministre italien qui envisage d'appliquer l'article 5 de l'OTAN à l'Ukraine sans lui accorder une adhésion complète? Eh bien, il s'agit d'un argument circulaire dans la mesure où l'article 5 est utilisé comme un moyen de dissuasion plutôt que comme une méthode pour mettre fin à une guerre existante. Si, par un heureux hasard, l'ensemble de l'OTAN acceptait ce mouvement, cela ne serait envisageable que si l'Ukraine et la Russie acceptaient un cessez-le-feu temporaire, actuellement négocié séparément par les États-Unis, divers membres européens de l'OTAN et possiblement même la Chine. Dans ce cas, le cessez-le-feu, sous quelque forme qu'il prenne, pourrait ensuite être suivi par l'extension de la garantie dite de l'article 5 sur le territoire libre de l'Ukraine. Cela forcerait essentiellement la Russie à mettre fin à son offensive et à redéfinir la frontière entre les deux pays. Il faudrait aussi, de manière ambiguë, inclure le territoire occupé dans les frontières d'un pays ou de l'autre, selon que la Russie peut l'annexer de force comme elle l'a fait avec la Crimée il y a plus d'une décennie. Bien entendu, indépendamment de la faisabilité réelle de la proposition en question, elle rencontrera probablement une opposition significative de la part du membre le plus influent de l'Alliance, les États-Unis. La proposition ne ferait qu'interrompre le conflit jusqu'à ce que l'Ukraine et la Russie parviennent à un accord par voie diplomatique plutôt que par la guerre, ce qui est peu probable, tandis que la politique étrangère américaine actuelle, guidée par Trump, se concentre davantage sur la fin rapide de la guerre. La proposition la plus récente de Trump pourrait fonctionner directement à l'opposé de l'expansion du bouclier, dans la mesure où elle empêche l'Ukraine de devenir un membre de l'OTAN et cède également à la Russie le territoire qu'elle a conquis au cours des 3 dernières années. Pire pour l'Ukraine, les propositions de Trump reposent sur l'idée que l'Ukraine doit également céder une grande partie de ses ressources minérales aux États-Unis, bien que la corrélation exacte entre ces deux volets ne soit pas très claire. Quoi qu'il en soit, la dernière version des propositions de cessez-le-feu ou de paix avancée par les États-Unis place l'Ukraine dans une position de désavantage considérable, car elle ne lui offre aucune garantie pratique contre une nouvelle invasion de la Russie ultérieure pour finir le travail, pour ainsi dire. Au lieu de cela, elle la plonge dans une sorte de limbe où elle n'a pas la protection de l'OTAN, est interdite d'y adhérer et voit certaines parties de son territoire lui être retirées et données à la Russie dans ce que Trump appelle une conquête équitable. Pour contrer la proposition américaine, la partie européenne du Conseil de l'OTAN a évoqué la possibilité de déployer des casques bleus venus de toute l'Europe en Ukraine, mais même cette option n'est pas tranchée. Cela découle des importants différends intra-OTAN impliquant des membres qui ont historiquement penché en faveur de la Russie, comme la Turquie, la Hongrie et la Slovaquie. La Turquie, par exemple, a opposé son veto à l'adhésion de la Suède à l'Alliance pendant plus d'1 an, invoquant l'hébergement présumé de groupes terroristes. Néanmoins, les tensions découlaient également des critiques de la Suède à l'encontre du bilan de la Turquie en matière de droits humains et de normes démocratiques, ce qui avait exaspéré les responsables politiques à Ankara. Quelle qu'en soit la véritable raison, il était clair que cela finissait directement ou indirectement par bénéficier à l'objectif de la Russie de retarder l'expansion de l'OTAN aussi longtemps que possible. Étant donné que la Russie était déjà en train d'envahir l'Ukraine lorsque la Suède et la Finlande ont rejoint l'Alliance, il est probable que la Russie ait perçu ces mouvements comme une nouvelle tentative de réduire son influence strictement à ses propres frontières plutôt qu'en direction de l'ancien bloc soviétique ou de l'ensemble du pacte de Varsovie. La même réaction de la part de membres apparemment pro-russes de l'OTAN pourrait se poursuivre si le Conseil tentait de créer une force de maintien de la paix pour faire respecter un cessez-le-feu potentiel entre la Russie et l'Ukraine. Quelques vétos mettraient fin à cette initiative. Cette possibilité a amené le Royaume-Uni et la France à essayer de coopérer avec quelques nations européennes sélectionnées afin de créer une force de maintien de la paix plus limitée qui fonctionnerait selon des directives restreintes de l'OTAN. La France et le Royaume-Uni ont qualifié ce groupe restreint de coalition des volontaires, en écho à une coalition similaire impliquant la Pologne, le Royaume-Uni et quelques autres pays lors de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Ironiquement, l'invasion américaine est également le seul exemple concret de l'application de l'article 5 en pratique, ce qui signifie que ce sont les États-Unis qui ont le plus profité de son utilisation en forçant les nations européennes à mobiliser leurs troupes à l'étranger. En fait, l'Ukraine elle-même a participé à la guerre en Irak
envoyant un peu plus de 6100 soldats au total sur une période de 5 ans, ce qui représentait le plus grand déploiement militaire du pays avant la guerre en Ukraine. Et ce, bien que l'Ukraine ne fût pas membre de l'OTAN. Toutefois, à ce moment-là, l'Ukraine avait signé un accord avec l'OTAN et faisait partie de la commission de surveillance, de vérification et d'inspection des Nations Unies. Il convient également de noter que la nouvelle coalition des volontaires ne semble pas inclure l'Italie car son Premier ministre avait précédemment déclaré que l'Italie avait des limites strictes quant à l'utilisation et au déploiement de ses troupes à l'étranger. Cela signifie qu'il est peu probable que l'Italie envoie ses troupes de manière indépendante pour servir de casque bleu en Ukraine sans que le reste de l'OTAN ne fournisse la même garantie et ne déploie ses propres forces sur le terrain. Cette approche quelque peu paradoxale souligne la politique étrangère actuelle de l'Italie. Meloni a été élu Premier ministre après avoir dirigé un parti politique d'extrême droite dans le pays. En théorie, ils sont bien alignés avec les politiques actuelles de Trump. Et pourtant, Trump a réussi à déjouer les attentes en allant encore plus loin, en contournant complètement l'OTAN et en favorisant ouvertement la Russie, en tentant de créer un accord de paix unilatéral négocié uniquement par les États-Unis et la Russie, qui serait signé par l'Ukraine une fois terminé. Meloni, quant à elle, a réservé une vision beaucoup plus positive de l'Ukraine, tant pendant la guerre que lors des négociations plus récentes. Cela se reflète dans la garantie plus complète que la proposition italienne offrirait par rapport aux diverses tentatives d'accord de Trump ou au mouvement de la coalition des volontaires. L'Ukraine a déclaré qu'elle était prudemment intéressée par la proposition de Meloni, car elle souligne une garantie de sécurité plus complète que toute autre option sur la table qui n'inclut pas une adhésion complète à l'OTAN. Le ministère des Affaires étrangères du pays avait indiqué qu'il souhaitait en savoir plus avant d'accepter. Deux facteurs majeurs jouent contre l'Ukraine. Tout d'abord, Zelensky se retrouve rapidement à court d'atouts de négociation. Bien qu'il soit clair que la partie européenne de l'OTAN soutient l'idée que l'Ukraine parvienne à sortir de la guerre avec l'intégralité de son territoire intact, les États-Unis ont adopté des tactiques plus agressives pour mettre fin au conflit plus rapidement, incluant l'imposition de dommages économiques significatifs aux deux parties impliquées si un accord ne peut être trouvé. Le fait que la proposition doive être approuvée à l'unanimité rend pratiquement son adoption improbable en raison de son agenda perçu comme anti-américain. Deuxièmement, l'Ukraine se retrouve également à court de main-d'œuvre et d'équipements pour soutenir la guerre. Les efforts de conscription du pays ont augmenté régulièrement au cours des 3 dernières années. Toutefois, malgré cela, la Russie maintient un avantage numérique net en termes de personnel actif, avec une population totale plus de 3 fois supérieure à celle de l'Ukraine. Selon certaines estimations, l'Ukraine pourrait disposer d'assez de soldats pour tenir les lignes de front pendant encore 6 mois, avant de commencer à éprouver des déficits permanents de main-d'œuvre. Tant la Russie que les États-Unis le savent, d'où les tentatives de Trump de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Bien qu'un accord de paix conclu rapidement permettrait théoriquement de sauver davantage de vies, les États-Unis peuvent se permettre d'être plus agressifs dans leurs conditions, sachant que l'Ukraine est sur la sellette si le reste de l'OTAN ne parvient pas à se mettre d'accord sur une force de maintien de la paix et sur l'application de garanties de sécurité sur le sol ukrainien. Quelle que soit la position que prendront les membres de l'OTAN à l'égard de la proposition italienne, une chose est claire, toutes les parties au conflit ont encore un long chemin à parcourir sur le plan diplomatique. L'Ukraine pourrait être contrainte de formuler ses propositions de paix de manière à favoriser apparemment la Russie, ou du moins à suspendre toute discussion sur son adhésion à l'OTAN afin de forcer la Russie à accepter l'accord le plus favorable pour l'Ukraine, tout en laissant cette dernière croire qu'elle a remporté une victoire. Et vous, qu'en pensez-vous? L'idée italienne a-t-elle du mérite? Et cela pourrait-il conduire l'Europe à sombrer dans la guerre?